Bonjour à tout le monde. Je partage au moins un point commun avec l'auteur qui s'est exprimé avant moi, c'est que le livre dont je vais parler maintenant, Calistée, notre terre promise, n'a suscité absolument aucune réaction médiatique en Corse depuis sa parution il y a maintenant 3 mois. Sauf le Corse.net Info qui a bien voulu m'interviewer il y a une petite heure de cela, et je les en remercie. Donc ce livre, Calistée, notre terre promise, c'est mon 11e livre. Mais c'est le premier dans lequel je m'exprime sur la Corse. Alors comme mon nom ne l'indique pas, j'appartiens aussi à cette île. Par ma mère, qui est ici présente d'ailleurs, je suis de la micro-région du Nez. Et je n'ai pas, comment dirais-je, à me justifier d'être ou de ne pas être. Je suis ce que je suis, avec mon parcours qui m'a conduit dans les contrées les plus éloignées, Afrique, Asie, 24 ans d'Afrique, où j'ai accumulé un certain nombre d'expériences qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et depuis mon retour en Corse, il y a 9 ans, j'ai commencé à faire des chroniques. J'ajoute que je suis chroniqueur à une radio locale et que j'ai une émission hebdomadaire. Et ce sont toutes ces chroniques que j'ai accumulées, que j'ai retravaillées bien sûr. J'en ai écrit d'autres qui ne sont pas passées à la radio, qui ont constitué ce livre, qui est donc sorti en mars dernier. C'est un livre centré sur la Corse, dont le fil conducteur est l'amour, bien sûr, que je porte à cette île, à ce peuple, mais avec, j'ai la prétention de penser que mon regard est quelque peu différent du fait des expériences dont je viens de parler et de la vie que j'ai menée ailleurs. Et nous l'avons sous-titré, je l'ai sous-titré, Notre terre promise, par référence naturellement à la terre promise, parce que mon préfacier, qui est ici présent également, Gérard, et moi, nous avons vécu, nous avons grandi loin de la Corse, en Normandie, nous faisons partie de l'amicale des Corses là-bas, et c'était l'époque, à 16-17 ans, où on refaisait le monde dans les années 70, et où nous avons certainement idéalisé la terre dont nous rêvions, la Corse, et nous nous sommes retrouvés 50 ans plus tard, on a fait le point ensemble, et c'est de là qu'est venue l'idée de lui proposer de faire la préface, et c'est pour ça aussi que j'ai sous-titré ce livre, Notre terre promise, parce que tant lui que moi, nous avons fait ce que les Juifs appellent notre alia, c'est-à-dire notre montée, notre retour dans notre terre d'origine. Lui, il l'a fait en premier, puisqu'il a fait sa carrière d'enseignant en Corse, tandis que moi, j'ai fait un long détour par l'Asie, par l'Afrique, aujourd'hui par le Brésil. Mais bon, le résultat est le même. Et étrangement, je pense que tant lui que moi, nous avons constaté que même si on ne s'était pas revus pendant 40 ans, notre approche de ce qui était, ce qui est toujours notre terre promise, est assez similaire, et nos constats sont également similaires. Alors ce livre est très éclectique. Il parle d'histoire, je suis passionné d'histoire, donc j'aborde toujours les problèmes avec des références historiques. J'aborde la question du patrimoine, c'est une question qui me tient à cœur. Je parlais tout à l'heure d'absence de réaction médiatique. L'autre jour, j'ai été scandalisé de voir un article de notre quotidien régional, notre quotidien unique, au sujet d'un nouveau festival à Saint-Florent, au pied de la citadelle. Et que ce festival allait coûter quelque chose comme 500 000 €, ou près de 500 000 €, et que l'entrée était 50 € par personne. Je ne juge pas la nature de l'événement auquel je ne suis pas allé. Mais il se trouve que dans ce livre, je lance plusieurs pavés dans la mare, notamment l'état déplorable de la citadelle de Saint-Florent. Le maire de Bonifacio a fait un excellent travail à Bonifacio pour faire de
je ne parlerai pas de celle de Calvi qui m'afflige, mais alors celle de Saint-Florent, c'est vraiment le summum. Le summum. Une citadelle qui est à l'abandon depuis qu'elle a été acquise par la municipalité de Saint-Florent il y a 40 ans. Et qui, allez vous promener, ça vaut le coup d'y aller, qui est couverte de graffitis pratiquement jusqu'au sommet de la citadelle. Et je suppose que ces graffitis ont des rapports avec les festivals qui de temps en temps se tiennent au pied de cette citadelle. Donc Saint-Florent n'est pas une ville pauvre, c'est une ville qui a des gros yachts, qui a des je ne sais combien d'hôtels, de nightclubs et autres activités, des festivals également. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que quelques euros générés par toutes ces activités n'auraient pas pu être investis pour sauvegarder ce patrimoine génois, bien sûr, patrimoine génois, mais le patrimoine génois fait partie de notre histoire. Bon, je ne veux pas accabler Saint-Florent, je parle aussi de la... je m'en prends aussi à la municipalité d'Omès, où il y a un très beau couvent qui sert de carrière, je dis bien de carrière, encore aujourd'hui, de carrière clandestine, où des camions, au vu et au su de tout le monde, se serrent en pierre. Et là aussi, le couvent d'Omès appartient à la municipalité. Je parle bien sûr du couvent de d'Oretz, au lieu de l'histoire de la Corse, au lieu de la nation corse, au lieu du patrimoine architectural et religieux de la Corse, qui était presque en perfect état. Je crois que c'était une gendarmerie jusqu'à la veille, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Bon, les Italiens ou les Allemands ont eu la mauvaise idée, je crois que c'est les Italiens, de stocker des munitions. Les autres, c'est-à-dire les Allemands, l'ont bombardé et ça a explosé. Et depuis, le couvent est une ruine. C'est pas une vieille ruine, ça n'a pas toujours été une ruine, mais c'est une ruine depuis 1943 et aucun pouvoir public, national, régional, départemental, municipal ne fait quoi que ce soit pour essayer de sauvegarder ce qui peut encore l'être, cet hôtel de la nation corse. Bon, je parle aussi bien sûr de la situation politique en Corse, et là j'apporte mon point de vue au débat en cours sur le devenir de la Corse. Je pense que de ce côté-là, mon livre est assez d'actualité. Je dresse aussi des portraits de quelques personnes. Donc voilà en gros ce que contient ce livre, qui est très éclectique, mais qui est un livre que j'ai écrit avec le cœur. Et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions éventuelles. Je ne sais pas si j'ai respecté le temps. Mais si, tout à fait. Parfait. Il peut y avoir des questions. Et j'ajoute que la couverture de mon livre, c'est un tableau de mon père, puisque mon père est le peintre Carl, et le dernier chapitre de ce livre lui est consacré. Voilà. Et là aussi, ce tableau représente un haut lieu de notre patrimoine, de notre histoire, puisque c'est l'anse du Diroulade, c'est-à-dire ce qu'on appelle Diroulade dans l'orthographe officielle, là où le pirate Pragut a été capturé par Doria au XVIe siècle. Je crois qu'il y a une question. J'ai entendu ce que vous avez dit. Je pense que sur de tels arguments, il faut faire attention aux contre-vérités. Vous parlez du couvent d'Oritz. Pourquoi il n'y a pas eu de rénovation sur le couvent d'Oritz? C'est parce que ça appartenait à des privés. Donc, à aucun moment, que ce soit l'État français ou la collectivité de Corse, ne peut intervenir sur des champs qui ne lui appartiennent pas. D'où la non-rénovation du couvent d'Oritz. Et vous n'êtes pas sans savoir que ça y est, il est sorti dans la division. Donc il appartient à la collectivité de Corse qui fera en sorte de le rénover, en tout cas de maintenir ce qui est encore solide. Et, voilà. Nous en acceptons l'augure. Nous en acceptons l'augure. Nous en acceptons l'augure. Et personnellement, est vrai, bien entendu. Mais il faudrait que la collectivité prenne donc le relais. C'est vrai qu'il appartenait à des particuliers dont je connaissais. Non, puisque je suis de Metz, je suis le quartier plus précisément. Donc je connais très bien l'évolution, j'étais même intervenu sur France 3 pour en parler. Et je ne peux que voir vos paroles, parce que pour ce qui est du couvent d'Oritz et pour le reste. Maintenant, il y a ceci aussi,
je crois qu'il ne faut pas compter, même il est hasardeux quelquefois d'espérer sur la collectivité, quelle qu'elle soit, parce que si on ne fait pas soi-même des choses quelquefois qui consistent parfois à débarrasser les écuries d'Augias pour reconstruire des ruines, peut-être quand j'interviendrai tout à l'heure en tant qu'auteur, je vous en parlerai, on n'a plus de chance de réussir. Je sais que bon, le Calaroucher, qui est toujours très gentil avec moi, je lui expliquais mon parcours, et ce parcours a été de relever des ruines qui remontent au XIIIe siècle, de forteresses médiévales qui appartenaient à une comtesse entre histoire et légende, que je me plais à imaginer avec une bure sous la croûte de maille, sachant aussi bien manier le stylet que le chapelet. Et je vais des ateliers, j'étais tombé amoureux de cet endroit parce que j'avais 8 ans, et avec une petite fille aussi qui avait 8 ans aussi. Je crois que ce fut notre premier baiser sur les joues, bien entendu, on ne s'est pas oublié. La petite fille est partie, moi je suis resté. Et ma maîtresse aussi. Et ma maîtresse, c'est cette comtesse de Breton. Et elle était que c'était des maisons, tout en état de désuétude très avancé. Et lorsque, à mesure que le temps passait, eh bien, les maisons de tours en désuétude se recouvraient de lierre, les bourrasques écaillaient les toits, les murs s'écroulaient, et moi c'était un peu comme si je m'arrachais une hanche. Seulement, j'ai pris il faut dire, je le raconterai tout à l'heure, puisque vous m'avez interviewé, je l'ai en tant qu'auteur, je le répète, mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par m'inspirer de ces ruines, qui étaient somptueuses. Et puis, le temps est passé, et je me suis inspiré aussi de tous les endroits de Carquette, la cascade, un arbre tentaculaire, et puis, ma dossier est arrivé. Juste pour répondre, hein, vous avez tout à fait raison, il ne faut pas tout attendre des pouvoirs publics, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient territoriaux ou autres, ou nationaux. Et d'ailleurs, dans ce livre, je raconte l'exemple de mon village Sorionitel, qui n'a jamais été aussi beau aujourd'hui, un village qui se meurt, mais qui n'a jamais été aussi beau, tout simplement parce qu'en 1998, nous avons créé une association locale et, main dans la main avec la municipalité, nous avons restauré le patrimoine de ce village, que ce soit le lavoir, que ce soit une ancienne chapelle, le four à pain ou autre. Voilà. Donc ça, il faut effectivement se retrousser les manches aussi.